Il y a environ 5 ans, je vivais dans le centre-ville d'une grande ville des États-Unis. J'ai toujours été nocturne, et je m'ennuyais souvent après que mon colocataire, qui n'était décidément pas du soir, se soit couché. Pour passer le temps, j'avais l'habitude de faire de longues promenades et de prendre du temps pour réfléchir. J'ai passé 4 ans comme ça, à marcher seule la nuit, et je n'ai jamais eu une seule raison d'avoir peur. Je plaisantais toujours avec mon coloc en disant que même les dealers de la ville étaient polis. Mais tout cela a changé en quelques minutes, un soir. C'était un mercredi, entre 1 et 2 heures du matin, et je marchais près d'un parc surveillé par la police, assez loin de mon appartement. C'était une nuit calme, même pour un soir de semaine, avec très peu de circulation et presque personne à pied. Le parc, comme il l'était la plupart des nuits, était complètement vide. J'ai tourné dans une petite rue latérale pour retourner à mon appartement, lorsque je l'ai remarqué pour la première fois. Au bout de la rue, de mon côté, se trouvait la silhouette d'un homme qui dansait. C'était une danse étrange, semblable à une valse, mais il terminait chaque fin de mouvement avec une étrange foulée en avant. Je suppose que vous pourriez dire qu'il dansait en marchant, se dirigeant droit vers moi. Décidant qu'il était probablement ivre, j'ai marché aussi près que possible de la route pour lui laisser la majorité du trottoir pour me dépasser. Plus il se rapprochait, plus je me rendais compte de la grâce de ses mouvements. Il était très grand et maigre, et portait un vieux costume. Il dansait encore plus près, jusqu'à ce que je puisse distinguer son visage. Ses yeux étaient grands ouverts et sauvages, la tête légèrement inclinée en arrière, regardant le ciel. Sa bouche était formée en une caricature douloureusement large d'un sourire. Entre les yeux et le sourire, j'ai décidé de traverser la rue avant qu'il ne danse de plus près. J'ai quitté son regard pour traverser la rue vide. En arrivant de l'autre côté, j'ai jeté un coup d'œil en arrière et je me suis arrêté net. Il s'était arrêté de danser et se tenait debout avec un pied dans la rue, parfaitement parallèle à moi. Il était face à moi, mais regardait toujours vers le ciel, le sourire toujours aussi large sur ses lèvres. J'étais complètement et totalement déconcertée par tout ça. J'ai recommencé à marcher, mais j'ai gardé les yeux sur l'homme. Il ne bouge pas. Après avoir mis environ un demi-pâté de maison entre nous, je me suis détournée de lui un moment pour regarder le trottoir devant moi. La rue et le trottoir devant moi étaient complètement vides. Encore troublée, je me suis retournée vers l'endroit où il s'était tenu et il avait disparu. Pendant un bref instant, je me suis sentie soulagée, jusqu'à ce que je le remarque. Il avait traversé la rue et était maintenant légèrement accroupi. Je ne pouvais pas en être sûre à cause de la distance et de l'obscurité, mais j'étais certain qu'il me faisait face. Je n'avais pas détourné les yeux de lui pendant plus de 10 secondes. Il était donc clair qu'il s'était déplacé rapidement. J'étais tellement choquée que je suis restée là pendant un certain temps, à le regarder fixement. Et puis, il a recommencé à avancer vers moi. Il faisait des pas de géant, exagérément sur la pointe des pieds, comme s'il était un personnage de dessin animé se faufilant derrière quelqu'un. Sauf qu'il se déplaçait très, très rapidement. J'aimerais pouvoir dire qu'à ce moment-là, je me suis enfuie, ou que j'ai sorti mon spray au poivre, ou mon téléphone portable, ou quoi que ce soit d'autre, mais je ne l'ai pas fait. Je suis restée là, complètement figée, tandis que l'homme souriant s'approchait de moi. Et puis il s'est arrêté de nouveau, à environ une longueur de voiture de moi. Il souriait toujours, et regardait toujours vers le ciel. Quand j'ai enfin trouvé ma voie, j'ai lâché la première chose qui me venait à l'esprit. Ce que je voulais demander, c'était « Qu'est-ce que tu veux, bordel ?» d'un ton furieux et autoritaire. Ce qui est sorti, c'est un gémissement. « Putain, qu'est-ce que... » Que les humains puissent ou non sentir la peur, ils peuvent certainement l'entendre. Je l'ai entendu dans ma propre voix, et cela n'a fait qu'accroître ma trouille. Mais il n'a pas réagi du tout. Il est resté là, souriant. Et puis,
Après ce qui m'a semblé être une éternité, il s'est retourné, très lentement, et a commencé à s'éloigner en dansant. Juste comme ça. Ne voulant pas lui tourner le dos à nouveau, je l'ai regardé partir, jusqu'à ce qu'il soit assez loin pour être presque hors de vue. Et puis, j'ai réalisé quelque chose. Il ne s'éloignait plus, et il ne dansait plus. J'ai regardé avec horreur sa forme lointaine devenir de plus en plus grande. Il revenait vers moi, et cette fois, il courait. J'ai couru aussi. J'ai couru jusqu'à ce que je quitte la route secondaire et que je retrouve une route mieux éclairée avec peu de circulation. En regardant derrière moi, je n'ai trouvé personne. Sur le reste du chemin du retour, je n'ai cessé de jeter des coups d'œil par-dessus mon épaule, m'attendant toujours à voir son sourire stupide, mais il n'était jamais là. J'ai vécu dans cette ville pendant 6 mois après cette nuit. Et je ne suis plus jamais sortie me promener. Il y avait quelque chose sur son visage qui me hantait toujours. Il n'avait pas l'air ivre, il n'avait pas l'air défoncé. Il avait l'air totalement et définitivement taré. Et c'est quelque chose de très, très effrayant à voir. Avez-vous déjà entendu parler de Atmosphere ? Comme d'autres jeux dans les années 90, il était accompagné d'une VHS que vous chronométriez en jouant. Le personnage sur la vidéo vous donnait des instructions sur ce qu'il fallait faire pendant que vous jouiez le jeu en temps réel. Comme je suis un trouillard, j'ai refusé d'y jouer lorsque ma mère nous l'a acheté. Mon frère était déçu de ne pas pouvoir jouer Atmosphere, mais ma mère avait une solution. Elle a sorti Raprat. Il s'agissait d'une petite chose bon marché, miteuse, destinée aux enfants de mon âge. On faisait le tour du plateau, on ramassait du fromage, et le premier joueur à atteindre la fin gagnait. Cela semblait assez simple, et comme cela nous rappelait Attrape-souris, que nous n'avions pas, il n'y avait aucune objection de mon côté. Nous avons inséré le film dans le lecteur cassette et installé le plateau. La première partie de la vidéo était juste une explication simple des règles, ainsi que des instructions sur le fonctionnement du jeu. Puis, Raprat est apparu à la télé. Il n'était pas ce à quoi nous nous attendions. Mon petit frère, qui n'avait que 3 ans à l'époque, a immédiatement quitté la pièce en pleurant. Le rat ne ressemblait même pas à un rat. Ses oreilles étaient bien trop grandes. Il avait une bouche garnie de 2 dents et à l'intérieur de la bouche, tout semblait presque gonflé. La partie la plus frappante de la chose, cependant, était les yeux. Ils étaient grands, vitreux et ressemblaient à des yeux de poisson mort. J'ai demandé, puis dérangé, puis supplié ma mère de l'éteindre. Raprat a soudainement crié fort, en hurlant et gémissant, disant « Attendez votre tour !» d'une voix démoniaque et grave, qui ne ressemblait pas du tout à sa voix nasale habituelle et odieuse. En arrière-plan, on pouvait encore entendre le narrateur dire « C'est Raprat, c'est lui le patron !» encore et encore, sur un ton excessivement sérieux. La vidéo était indescriptible. Des images traversaient l'écran en succession rapide, surcoupées par les yeux sans expression de Raprat. Ces images représentaient certaines des choses dont j'avais peur à l'époque. Une personne regardant par-dessus un balcon, un frelon piquant lentement l'œil de quelqu'un, un gros plan extrême d'une tarentule, une fosse remplie de cobras se tordant, ou une seringue ensanglantée remplie de liquide vert. Nous avons immédiatement éteint la vidéo, et j'ai couru hors de la pièce en hurlant et en claquant ma porte. Il a fallu 20 minutes à ma mère pour me convaincre que la vidéo avait disparu, que je ne la reverrais jamais, plus jamais. J'ai fait des cauchemars toute la semaine à propos de Raprat. Ce n'était pas la dernière fois que je l'ai vu, Raprat. Plus tard, alors que ma copine et moi nous préparions à emménager ensemble, je nettoyais le placard de ma chambre et j'ai retrouvé Raprat avec la même VHS et le même jeu de société à l'intérieur. Il était presque parfaitement intact, à l'exception d'une épaisse couche de toile d'araignée et des moutons de poussière sur le dessus.
C'était étrange. Ma mère ne s'en était pas débarrassée? Et que faisait le jeu dans ma chambre? J'ai laissé échapper un petit cri quand je l'ai trouvé. Et ma petite amie est entrée dans la chambre, demandant ce qui n'allait pas. Respirant difficilement, j'ai pu lui répondre « Raprat ». Elle a ri un peu, demandant si c'était une blague. J'ai secoué la tête en expliquant que ce n'était pas le cas. Elle ne me croyait pas, personne ne me croyait, et j'ai décidé que la seule façon de lui prouver était de lui montrer la vidéo. J'ai emprunté le lecteur cassette VHS de mon voisin et je lui ai fait écouter la vidéo. Cependant, les images avaient changé. Je voyais un clown dont le nez éclatait et projetait du sang sur l'écran. J'ai vu une femme seule dans une pièce sombre. J'ai vu un homme forcé de ramasser du métal chauffé à blanc et le tenir dans sa main tendue, transformant sa peau en une bouillie de cuir. Les grattements que j'entendais quand j'étais enfant continuaient, de plus en plus forts. Puis, Raprat est apparu et a commencé à se tordre et à convulser, ses bras se balançant dans tous les sens. Le costume n'était plus un costume. Le feutre était de la vraie fourrure. Son visage n'était pas en plastique, mais plutôt un bouquet d'épines avec des dents. Les yeux se tournaient vers l'intérieur et ressortaient soudainement. Les énormes yeux de poisson de Raprat étaient à l'envers et me regardaient droit dans les miens, observant chacun de mes mouvements, chacune de mes expressions. Il a fait un grand sourire et a fait un geste vers ma petite amie et moi, avec une seule main tendue et inhumaine. J'ai entendu un léger grattement à ma porte d'entrée. La télé est devenue muette et montrait désormais des parasites. Le grattage est devenu plus fort. Ce n'était plus un grattement, c'était devenu un bruit sourd. Le bruit sourd de petits pieds sur du bois. Ma petite amie m'a enlacée de peur et mes sens ont repris le dessus. Avant qu'il ne se passe autre chose, j'ai arrêté la vidéo, je l'ai éjectée et j'ai débranché le lecteur. Les grattements ont cessé. Quand j'ai regardé par la fenêtre du salon, il n'y avait rien. La police est arrivée peu après, nous avertissant qu'un voisin avait vu une silhouette devant notre porte et avait appelé car il s'inquiétait. Mon petite amie et moi n'avons pas pu expliquer ce qui s'était passé et avons dû dire à l'agent de police que c'était nous. J'étais furieux qu'un jeu pour enfants me terrifie. Je suis allée chercher la cassette, mais elle m'a brûlé la main. J'avais l'impression d'avoir touché un bec benzène réglé au maximum. Nous avons dû prendre les gants de cuisine pour l'enlever, et même là, c'était brûlant. Je l'ai apporté dehors, l'ai jeté sur le trottoir, et l'ai éclaté avec mes bottes d'hiver. Après ça, ma petite amie et moi faisions des cauchemars toutes les nuits. Nous nous réveillions, tous les deux, au milieu de la nuit, et décrivions des images que nous avons vues pendant notre sommeil, qui étaient étrangement similaires. Les grattements étaient toujours présents la nuit, lorsque les lumières étaient éteintes et que la pièce était plongée dans le noir, à l'exception d'un clair de lune qui entrait par la fenêtre. Maintenant, les grattements se produisent chaque fois que je m'approche de la porte d'entrée, et à chaque fois que nous disons le nom de Raprat. On aurait dit que quelque chose de très petit traînait quelque chose sur le sol devant la porte, faisant les 100 pas, attendant. J'attendais simplement, avec les couvertures remontées jusqu'au cou, jusqu'à ce que je succombe à l'épuisement. À ce moment-là, j'étais déterminée à poursuivre en justice la compagnie pour dommages et intérêts. La première chose que j'ai faite a été d'appeler ma mère et de lui demander où elle avait trouvé Raprat. Elle n'en avait aucune idée. J'ai trouvé un marchand qui vendait des versions de Raprat et j'ai demandé comment je pouvais entrer en contact avec la société. Il m'a envoyé cet email. Je ne connais pas le jeu en détail, mais je sais qu'il a été créé par les mêmes personnes qui ont créé Atmosphere. La société s'appelle A Couple of Cowboys. Essayez ça. J'ai fait un peu plus de recherches et j'ai découvert que la société avait disparu en 1994, 2 ans seulement après avoir créé le jeu. J'ai découvert pourquoi ils l'ont fait, peu après. Laissez-moi vous raconter comment Raprat a vu le jour. En 1992, l'année du développement du jeu,
A Couple of Cowboys avait demandé à une entreprise de fabrication en Haïti de créer la poupée représentée dans le jeu. L'entreprise qui a créé la marionnette dirigeait un atelier clandestin où elle obligeait des femmes et des enfants à produire les différents composants de la marionnette, notamment le feutre et le plastique de la poupée. Un jour, une jeune haïtienne s'est coincé le bras dans la machine à coudre industrielle. Le chargeur à ressort, incapable de supporter le poids de la machine, s'est détaché et a heurté le cou de l'enfant, la tuant sur le coup. Quelques jours après l'enterrement, la mère de l'enfant s'est rendue à l'usine et a demandé à voir le propriétaire, qui a nié avoir quelque chose à voir dans cette affaire. Dans un accès de rage, la mère a déclaré que le sang de l'innocent s'infiltrerait dans chaque crevasse de la poupée, dans chaque composant avec lequel elle a été créée, et que tous ceux qui la toucheraient mourraient. Elle a prétendu avoir invoqué un démon de la peur et a crié à plein poumon le nom du démon en hurlant « Il vous maudira !» Le propriétaire s'est contenté de rire et a parlé de ce démon à ses chefs. La blague se répandit de personne en personne et le jeu fut rebaptisé Raprat, une anagramme libre du nom du démon. Chaque récitation du nom entraînait une malédiction de plus en plus grande. 2 ans seulement après la création de Raprat, la société a été fermée et les propriétaires ont été embauchés par Mattel. On raconte que les ouvriers suppliaient pour avoir des jours de congé, qu'ils séchaient le travail pendant des semaines et qu'ils trouvaient la marionnette dans des endroits étranges. Rapidement, on a entendu parler de suicides. Des suicides lugubres et violents, au cours desquels les ouvriers se poignardaient les mains et se brûlaient jusqu'à la mort en écrivant « Je suis la peur » sur la flaque de sang près d'eux. Personne ne sait où est allée la poupée Raprat après la disparition de ses créateurs. Certains disent que les dernières choses que les victimes ont vues avant de devenir folles étaient de grands yeux enfoncés, semblables à ceux de poissons. Avant de finir mon histoire, je vous transmets quelques mots d'avertissement. Tout d'abord, ne jamais, mais alors jamais, dire le vrai nom de Raprat à haute voix. Dire le nom d'un démon à voix haute est une invitation pour eux, un appel. Si vous l'avez déjà fait, vous ne pourrez plus vous en défaire. Ensuite, n'essayez pas de parler à Raprat ou de le contacter. Et pour finir, évitez d'être réveillé entre 3h30 et 4h du matin, lorsque Raprat est le plus susceptible d'essayer de vous effrayer. La VHS est de retour. Je pensais l'avoir piétinée, l'avoir détruite pour de bon, mais elle est de retour. Je l'ai retrouvée dans mon tiroir à chaussettes hier. Cette fois, j'étais prêt. Tout un tas de gens m'ont contacté pour essayer d'obtenir la cassette ou une sorte de vidéo du jeu de société. Ma réponse est que c'est trop dangereux. Si je faisais ça, ça pourrait très bien vous rendre fou, vous effrayer à mort. La vidéo, le jeu et Raprat lui-même ont une sorte de pouvoir étrange. Il me suit partout où je vais. Je vois des petites ombres dans un coin, ou j'entends des bruits dans le couloir quand je suis seule à la maison. Si Raprat est là, il vous le fera savoir. Mais il ne vous laissera jamais le voir. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard, bien sûr. Beaucoup de gens ont regardé la vidéo normale du jeu de société normal. C'est ça le truc. Raprat peut être normal. Il va vous faire croire qu'il n'est qu'une marionnette. Et ensuite, il vous traquera jour et nuit. Au cours de l'été 2003, des événements survenus dans le nord-est des États-Unis et impliquant une étrange créature d'apparence humaine ont suscité un bref intérêt de la part des médias locaux avant qu'un apparent blackout ne soit décrété. Peu ou pas d'informations ont été laissées intactes, la plupart des comptes rendus en ligne et écrits sur la créature ayant été mystérieusement détruits. Principalement concentrés dans les zones rurales de l'État de New York et une fois dans l'Idaho, des témoins autoproclamés ont raconté leur rencontre avec une créature d'origine inconnue. Les émotions allaient de l'effroi et du malaise extrêmement traumatisant à un sentiment de jeu et de curiosité presque enfantin.
Bien que les versions publiées ne figurent plus dans les archives, les souvenirs sont restés très forts. Plusieurs des parties concernées ont commencé à chercher des réponses cette année-là. Au début de l'année 2006, la collaboration avait accumulé près de 2 douzaines de documents datant du XIIe siècle à nos jours et couvrant 4 continents. Dans presque tous les cas, les récits étaient identiques. J'ai été en contact avec un membre de ce groupe et j'ai pu obtenir quelques extraits de leur livre à paraître. Une lettre de suicide datant de 1964. Alors que je m'apprête à mettre fin à mes jours, je pense qu'il est nécessaire d'apaiser toute culpabilité ou douleur que j'ai introduite par cet acte. Ce n'est la faute de personne d'autre que lui. Une fois, je me suis réveillée et j'ai senti sa présence. Une autre fois, je me suis réveillée et j'ai vu sa forme. Une fois encore, je me suis réveillée et j'ai entendu sa voix, et j'ai regardé dans ses yeux. Je ne peux pas dormir sans craindre ce que je pourrais vivre à mon prochain réveil. Je ne peux pas me réveiller. Au revoir. Dans la même boîte en bois se trouvaient 2 enveloppes vides, adressées à William et à Rose, ainsi qu'une lettre personnelle sans enveloppe. « Très cher Lini, j'ai prié pour toi. » Il a prononcé ton nom. Entrée dans le journal, traduite de l'espagnol datant de 1880. J'ai connu la plus grande terreur. J'ai éprouvé la plus grande terreur. J'ai éprouvé la plus grande terreur. Je vois ses yeux quand je ferme les miens. Ils sont creux, noirs. Ils m'ont vu et m'ont transpercé. Sa main mouillée. Je ne dormirai pas. Sa voix, et le texte devient inintelligible. Journal de bord d'un marin 1691. Il est venu à moi dans mon sommeil. Depuis le pied de mon lit, j'ai ressenti une sensation. Il a tout pris. Nous devons retourner en Angleterre. Nous ne reviendrons plus ici à la demande du Reich. Témoignage de 2006. Il y a 3 ans, je revenais d'un voyage aux chutes du Niagara avec ma famille pour le 4 juillet. Nous étions tous très épuisés après une longue journée de route. Alors mon mari et moi avons mis les enfants au lit et nous nous sommes endormis. Vers 4 heures du matin, je me suis réveillée en pensant que mon mari s'était levé pour aller aux toilettes. J'en ai profité pour reprendre les draps, ce qui a eu pour effet de le réveiller. Je me suis excusée et lui ai dit que je pensais qu'il s'était levé. Lorsqu'il s'est retourné pour me faire face, il a sursauté et a levé ses pieds du bout du lit si rapidement que son genou m'a presque fait tomber du lit. Il m'a ensuite attrapée sans rien dire. Après m'être adaptée à l'obscurité pendant une demi-seconde, j'ai pu voir ce qui avait provoqué cette étrange réaction. Au pied du lit, assis et tourné vers l'extérieur, il y avait ce qui semblait être un homme nu ou une sorte de gros chien sans poils. La position de ce corps était inquiétante et peu naturelle, comme s'il avait été renversé par une voiture ou quelque chose du genre. Pour une raison que j'ignore, je n'ai pas été immédiatement effrayée par cet objet, mais plutôt préoccupée par son état. À ce stade, j'avais l'impression que nous devions l'aider. Mon mari regardait par-dessus son bras et son genou, replié en position fétale, jetant de temps en temps un coup d'œil vers moi avant de revenir à la créature. Dans un tourbillon de mouvements, la créature a contourné le côté du lit, puis a rampi rapidement en s'agitant le long du lit jusqu'à ce qu'elle soit à moins de 30 cm du visage de mon mari. La créature est restée complètement silencieuse pendant environ 30 secondes, ou probablement plus près de 5, cela m'a semblé long, regardant simplement mon mari. La créature a ensuite posé sa main sur son genou et a couru dans le couloir menant aux chambres des enfants. J'ai crié et j'ai couru vers l'interrupteur, voulant l'arrêter avant qu'il ne fasse du mal à mes enfants. Quand je suis arrivée dans le couloir, la lumière de la chambre était suffisante pour le voir accroupi et recroquevillé à environ 6 mètres de distance. Il s'est retourné et m'a regardé droit dans les yeux, couvert de sang. J'ai appuyé sur l'interrupteur du mur et j'ai vu ma fille Clara. La créature a dévalé les escaliers, tandis que mon mari et moi nous sommes précipités pour aider notre fille. Elle était très gravement blessée et n'a parlé qu'une seule fois dans sa courte vie. Elle a dit « C'est le Reich ». Mon mari a conduit sa voiture dans un lac cette nuit-là, alors qu'il emmenait notre fille à l'hôpital. Ils n'ont pas survécu. Comme il s'agit d'une petite ville, la nouvelle s'est répandue assez rapidement. La police a d'abord aidé et le journal local s'est également intéressé à l'affaire.
Cependant, l'histoire n'a jamais été publiée et les journaux télévisés locaux n'ont jamais donné suite non plus. Pendant plusieurs mois, mon fils Justin et moi sommes restés dans un hôtel près de la maison de mes parents. Lorsque nous avons décidé de rentrer chez nous, j'ai commencé à chercher des réponses moi-même. J'ai fini par trouver un homme dans la ville voisine qui avait vécu une histoire similaire. Nous sommes entrés en contact et avons commencé à parler de nos expériences. Il connaissait 2 autres personnes à New York qui avaient vu la créature que nous appelions désormais le Rake. Il nous a fallu à tous les 4 environ 2 bonnes années de recherche sur Internet et d'écriture de lettres pour parvenir à une petite collection de ce que nous croyons être les récits sur le Rake. Aucun d'entre eux ne donnait de détails, d'histoire ou de suivi. Un journal contenait une entrée impliquant la créature dans ses 3 premières pages, mais elle ne l'a plus jamais mentionnée. Le journal de bord d'un navire n'explique rien de la rencontre, se contentant de dire que le Rake leur a dit de partir. C'est la dernière entrée du journal. Toutefois, dans de nombreux cas, la visite de la créature faisait partie d'une série de visites avec la même personne. Plusieurs personnes ont également mentionné qu'on leur avait parlé, y compris ma fille. Cela nous a amenés à nous demander si le Rake avait rendu visite à l'un d'entre nous avant notre dernière rencontre. J'ai installé un enregistreur numérique près de mon lit et je l'ai laissé fonctionner toute la nuit, tous les soirs pendant 2 semaines. Je parcourais fastidieusement les sons de moi roulant dans mon lit chaque jour à mon réveil. À la fin de la 2e semaine, je m'étais habitué aux sons occasionnels du sommeil tout en parcourant l'enregistrement à une vitesse 8 fois supérieure à la normale. Cela prenait encore près d'1 heure par jour. Le premier jour de la 3e semaine, j'ai cru entendre quelque chose de différent. Ce que j'ai trouvé, c'est une voix stridente. C'était le Rake. Je ne peux pas l'écouter assez longtemps pour commencer à la transcrire. Je n'ai encore laissé personne l'écouter. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai déjà entendue et je crois maintenant qu'elle a parlé lorsqu'elle était assise devant mon mari. Je ne me souviens pas avoir entendu quoi que ce soit à ce moment-là, mais pour une raison quelconque, la voix sur l'enregistreur me ramène immédiatement à ce moment. Les pensées qui ont dû traverser l'esprit de ma fille me bouleversent. Je n'ai pas vu le Rake depuis qu'il a ruiné ma vie, mais je sais qu'il a été dans ma chambre pendant que je dormais. Je sais et je crains qu'une nuit, je me réveillerai et qu'il me regardera fixement. À la fin des années 1940, des chercheurs russes ont maintenu 5 personnes éveillées pendant 15 jours à l'aide d'un stimulant expérimental à base de gaz. Ces personnes ont été maintenues dans un environnement scellé afin de surveiller attentivement leur consommation d'oxygène pour que le gaz ne les tue pas, puisqu'il est toxique à forte concentration. Comme il n'y avait pas encore de caméras en circuit fermé, ils n'avaient que des microphones et des fenêtres en verre de la taille d'un hublot de 12 cm d'épaisseur dans la chambre pour les surveiller. La chambre était équipée de livres, de lits de camp pour dormir mais pas de literie, d'eau courante et de toilettes, et de suffisamment de nourriture séchée pour les 5 personnes pendant plus d'1 mois. Les cobayes étaient des prisonniers politiques considérés comme des ennemis de l'État pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout s'est bien passé pendant les 5 premiers jours. Les sujets ne se sont guère plaints, car on leur avait promis, faussement, qu'ils seraient libérés s'ils se soumettaient au test et ne dormaient pas pendant 30 jours. Leurs conversations et leurs activités ont été surveillées et il a été noté qu'ils continuaient à parler d'incidents de plus en plus traumatisants dans leur passé et que le ton général de leurs conversations prenait un aspect plus sombre après 4 jours. Au bout de 5 jours, ils ont commencé à se plaindre des circonstances et des événements qui les avaient conduits là où ils se trouvaient et ont commencé à démontrer des signes de paranoïa sévères. Ils ont cessé de se parler et ont commencé à chuchoter alternativement au microphone et au hublot à miroir sans teint. Curieusement, ils semblaient tous penser qu'ils pourraient gagner la confiance des expérimentateurs en livrant leurs camarades, les autres sujets en captivité avec eux. Les chercheurs ont d'abord soupçonné qu'il s'agissait d'un effet du gaz lui-même. Au bout de 9 jours, le premier d'entre eux s'est mis à crier. Il a couru le long de la chambre en criant à tue-tête pendant 3 heures d'affilée. Il a continué à essayer de crier mais n'a pu produire que des grincements occasionnels. Les chercheurs ont supposé qu'il s'était physiquement déchiré les cordes vocales. Le plus surprenant dans ce comportement, c'est la réaction des autres captifs, ou plutôt leur absence de réaction.
Ils ont continué à chuchoter au microphone jusqu'à ce que le deuxième captif se mette à crier. Les deux prisonniers qui ne criaient pas ont démonté les livres, les ont enduits page après page de leurs propres excréments et les ont collés calmement sur les hublots en verre. Les cris ont immédiatement cessé. Il en fut de même pour les chuchotements au micro. 3 jours plus tard, les chercheurs ont vérifié les microphones toutes les heures pour s'assurer qu'ils fonctionnaient, car ils pensaient qu'il était impossible qu'aucun son ne soit émis par 5 personnes à l'intérieur. La consommation d'oxygène dans la chambre indiquait que les 5 personnes devraient être encore en vie. En fait, elle correspondait à la quantité d'oxygène consommée par 5 personnes lors d'un exercice physique très intense. Le matin du 14e jour, les chercheurs ont fait quelque chose qu'ils avaient dit qu'ils ne feraient pas pour obtenir une réaction des captifs. Ils ont utilisé l'interphone à l'intérieur de la chambre dans l'espoir de provoquer une réaction des captifs car ils craignaient qu'ils ne soient morts ou dans un état végétatif. Ils ont annoncé « Nous ouvrons la chambre pour tester les microphones. Éloignez-vous de la porte et allongez-vous sur le sol où vous serez abattus. Si vous vous conformez à cette règle, l'un d'entre vous sera immédiatement libéré. » À leur grande surprise, ils ont entendu une phrase prononcée d'une voix calme. « Nous ne voulons plus être libérés. » Un débat s'engage entre les chercheurs et les forces militaires qui financent la recherche. Incapable de provoquer d'autres réactions par l'interphone, il a finalement été décidé d'ouvrir le caisson à minuit le 15e jour. La chambre a été vidée du gaz stimulant et remplie d'air frais, et immédiatement des voix provenant des microphones ont commencé à s'élever. 3 voix différentes ont commencé à supplier, comme si elles imploraient la vie d'être chère de remettre le gaz en marche. La chambre a été ouverte et des soldats ont été envoyés pour récupérer les sujets d'expérience. Ceux-ci se mirent à crier plus fort que jamais et les soldats firent de même lorsqu'ils virent ce qu'il y avait à l'intérieur. 4 des 5 sujets étaient encore en vie, même si personne ne pouvait à juste titre qualifier l'état dans lequel ils se trouvaient de « en vie ». Les rations alimentaires du 5e jour n'avaient pas été touchées. Des morceaux de viande provenant des cuisses et de la poitrine du cobaye mort ont été introduits dans le drain du centre de la chambre, bloquant celui-ci et permettant à 12 cm d'eau de s'accumuler sur le sol. Il n'a jamais été possible de déterminer avec précision la proportion de sang dans l'eau présente sur le sol. Les 4 sujets survivants ont également été amputés d'une grande partie de leurs muscles et de leur peau. La destruction de la chair et la mise à nu des os à bout des doigts indiquent que les blessures ont été infligées avec la main et non avec les dents, comme les chercheurs l'avaient d'abord pensé. Un examen plus approfondi de la position et des angles des blessures indique que la plupart d'entre elles, si ce n'est toutes, ont été auto-infligées. Les organes abdominaux situés sous la cage thoracique des 4 sujets avaient été enlevés. Le cœur, les poumons et le diaphragme sont restés en place, mais la peau et la plupart des muscles attachés aux côtes ont été arrachés, exposant les poumons à travers la cage thoracique. Tous les vaisseaux sanguins et les organes sont restés intacts. Ils ont simplement été retirés et posés sur le sol, se déployant en éventail autour des corps éviscérés, mais encore vivants, des sujets. On pouvait voir le tube digestif des 4 sujets en train de digérer de la nourriture. Il est rapidement apparu que ce qu'ils digéraient était leur propre chair qu'ils avaient arrachée et mangée au fil des jours. La plupart des soldats étaient des agents spéciaux russes de l'endroit, mais beaucoup d'entre eux ont refusé de retourner dans la chambre pour en retirer les sujets d'expérience. Ils ont continué à crier pour qu'on les laisse dans la chambre et ont tour à tour supplié et exigé que le gaz soit remis en marche, de peur qu'ils s'endorment. À la surprise générale, les cobayes se sont battus avec acharnement pendant qu'ils étaient traînés hors de la pièce. L'un des soldats russes est mort après s'être fait arracher la gorge, un autre a été gravement blessé en se faisant arracher les testicules et en se faisant sectionner une artère de la jambe par l'une des dents du sujet. 5 autres soldats ont perdu la vie, si l'on compte ceux qui se sont suicidés dans les semaines qui ont suivi l'incident. Au cours de la lutte, la rate de l'un des 4 sujets vivants s'est rompue et il s'est vidé de son sang presque immédiatement. Les chercheurs médicaux ont tenté de l'endormir, mais cela s'est avéré impossible. On lui a injecté plus de 10 fois la dose humaine d'un dérivé de la morphine et il s'est battu comme un animal acculé, brisant les côtes et le bras d'un médecin. On a vu son cœur battre pendant 2 bonnes minutes après qu'il se soit vidé de son sang, au point qu'il y avait plus d'air que de sang dans son système vasculaire.
Même après avoir cessé de se battre, il a continué à crier et à s'agiter pendant 3 minutes, s'efforçant d'attaquer toute personne à sa portée et répétant sans cesse le mot « Encore !» de plus en plus faiblement jusqu'à ce qu'il se taise enfin. Les 3 sujets survivants ont été lourdement attachés et transportés dans un centre médical. Les 2 dont les cordes vocales étaient intactes, suppliant continuellement d'avoir le gaz pour être maintenus éveillés. Le plus blessé des 3 a été emmené dans la seule salle d'opération chirurgicale de l'établissement. Au cours de la préparation du sujet, à la réintégration de ses organes dans son corps, on a découvert qu'il était immunisé contre le sédatif qu'on lui avait administré pour le préparer à l'opération. Il s'est furieusement débattu contre ses contentions lorsqu'on a sorti le gaz anesthésiant pour l'endormir. Il a réussi à arracher la plus grande partie d'une sangle de cuir de 10 cm de large à un poignet, même sous le poids d'un soldat de 100 kg qui tenait également ce poignet. Il n'a fallu qu'un peu plus d'anesthésique que d'habitude pour l'endormir, et à l'instant où ses paupières ont battu et se sont fermées, son cœur s'est arrêté. L'autopsie du sujet décédé sur la table d'opération a révélé que son sang contenait 3 fois plus d'oxygène que la normale. Ses muscles encore attachés à son squelette étaient gravement déchirés et il s'était cassé 9 os dans sa lutte pour ne pas être neutralisé. La plupart des fractures étaient dues à la force que ses propres muscles avaient exercée sur les os. Le 2e survivant du groupe avait été le premier des 5 à se mettre à crier. Ses cordes vocales détruites, il était incapable de supplier ou de s'opposer à la chirurgie, et il n'a réagi qu'en secouant violemment la tête en signe de désapprobation lorsque le gaz anesthésiant a été approché de lui. Il a secoué la tête pour dire oui lorsque quelqu'un a suggéré, à contre-cœur, de tenter l'opération sans anesthésie, et n'a pas réagi pendant les 6 heures qu'a duré l'opération consistant à remplacer ses organes abdominaux et à tenter de les recouvrir avec ce qu'il restait de sa peau. Le chirurgien qui présidait l'opération a déclaré à plusieurs reprises qu'il était médicalement impossible que le patient soit encore en vie. Une infirmière terrifiée qui assistait à l'opération a déclaré qu'elle avait vu la bouche du patient se recourber en un sourire à plusieurs reprises, chaque fois que ses yeux rencontraient les siens. À la fin de l'opération, le sujet a regardé le chirurgien et s'est mis à respirer bruyamment, essayant de parler tout en se débattant. Estimant qu'il s'agissait d'un événement d'une importance capitale, le chirurgien a fait chercher un stylo et un bloc-notes pour que le patient puisse écrire son message. Il était simple. Continue de couper. Les 2 autres sujets ont subi la même opération, sans anesthésie. Ils ont toutefois dû recevoir une injection de paralysant pendant toute la durée de l'opération. Le chirurgien a estimé qu'il était impossible d'effectuer l'opération alors que les patients riaient continuellement. Une fois paralysés, les sujets ne pouvaient que suivre des yeux les chercheurs présents. Le paralysant a été éliminé en un temps anormalement court et les sujets ont rapidement essayé d'échapper à leurs liens. Dès qu'ils ont pu parler, ils ont réclamé le gaz stimulant. Les chercheurs ont essayé de leur demander pourquoi ils s'étaient blessés, pourquoi ils s'étaient arrachés les tripes et pourquoi ils voulaient qu'on leur administre à nouveau le gaz. Une seule réponse a été donnée. « Je dois rester éveillé ». Les liens des 3 sujets ont été renforcés et ils ont été replacés dans la chambre en attendant que l'on détermine ce qu'il faut faire d'eux. Les chercheurs, confrontés à la colère de leurs bienfaiteurs militaires pour avoir manqué les objectifs déclarés de leur projet, ont envisagé d'euthanasier les sujets survivants. Le commandant, un ancien du KGB, y a vu un potentiel et a voulu voir ce qui se passerait si on les remettait sous gaz. Les chercheurs s'y sont formellement opposés, mais ils ont été déboutés. Pour se préparer à être enfermés à nouveau dans la chambre, les sujets ont été connectés à un moniteur ECG et leurs harnais ont été rembourrés pour un confinement à long terme. À la surprise générale, les 3 sujets ont cessé de se débattre dès qu'on leur a annoncé qu'ils allaient de nouveau être soumis au gaz. Il était évident qu'à ce stade, tous les 3 luttaient pour rester éveillés. L'un des sujets qui pouvait parler fredonnait bruyamment et continuellement. Le sujet muet tendait ses jambes contre les liens de cuir de toutes ses forces, d'abord à gauche, puis à droite, puis de nouveau à gauche, pour trouver quelque chose sur quoi se concentrer. Le sujet restant maintenait sa tête hors de l'oreiller et clignait rapidement des yeux. Ayant été le premier à être câblé pour l'ECG, la plupart des chercheurs surveillaient ses ondes cérébrales avec surprise. J'étais normale la plupart du temps, mais il arrivait qu'elles s'arrêtent de façon inexplicable. On aurait dit qu'il était en état de mort cérébrale à plusieurs reprises,
avant de revenir à la normale. Alors qu'il se concentrait sur le papier qui défilait sur le moniteur d'ondes cérébrales, seule une infirmière a vu ses yeux se fermer au moment même où sa tête touchait l'oreiller. Ses ondes cérébrales ont immédiatement évolué vers un sommeil profond, puis se sont stabilisées pour la dernière fois, tandis que son cœur s'arrêtait simultanément. Le seul sujet encore capable de parler s'est mis à crier pour qu'on l'enferme. Ses ondes cérébrales présentaient les mêmes fluctuations que celles d'un sujet qui vient de mourir après s'être endormi. Le commandant donna l'ordre de sceller la chambre avec les 2 sujets à l'intérieur, ainsi que 3 chercheurs. L'un d'entre eux a immédiatement sorti son arme et a tiré à bout portant entre les 2 yeux du commandant, puis a braqué son arme sur le sujet muet et lui a fait sauter la cervelle à son tour. Il a pointé son arme sur le sujet restant, toujours attaché à un lit, tandis que les autres membres de l'équipe médicale et de recherche quittaient la pièce. « Je ne veux pas être enfermé ici avec ces choses, pas avec nous !» hurle-t-il à l'homme attaché à la table. « Mais qu'est-ce que tu es ?» demanda-t-il. « Je dois savoir !» Le sujet sourit. « As-tu oublié si facilement ?» demanda le sujet. « On est vous. On est la folie qui se cache en chacun de vous et qui demande à être libérée à chaque instant dans votre esprit animal le plus profond. On est ce dont vous vous cachez dans vos lits chaque nuit. On est ce que vous endormez dans le silence et la paralysie lorsque vous vous rendez dans le havre nocturne où nous ne pouvons pas marcher. » Le chercheur a marqué une pause. Puis il a visé le cœur du sujet et a tiré. L'électroencéphalogramme s'est aplati tandis que le sujet s'étranglait faiblement. « Presque libre. » Bon, est-ce que je vais dormir ce soir ? Donnez-moi votre avis en commentaire, likez la vidéo si cela vous a plu et abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine qui s'annonce étonnante.